Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Olé en direct du Quorum. Alors aujourd'hui, petite subtilité, moi j'ai une séance qui va débuter dans un petit moment, donc je vais laisser la main à Florent et il va vous parler de plein de choses, Smiling Georgia, The Shoot de Piano Player et La Nouvelle Femme, c'est d'ailleurs notre invité du jour. La Nouvelle Femme, t'en as pensé quoi Florent? Je suis en train de prendre des notes, mais voilà, vous allez voir, plein de choses à dire. Ouais, du coup, t'en as pensé quoi? Tu vas voir, j'en parlerai. Non mais l'émission, elle a commencé, Florent. L'émission, elle a commencé là? On est en direct? On est en direct, ça a commencé. Mais générique? Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Bonsoir et bienvenue dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show lors du Cinémed, en direct sur Twitch et le lendemain à 9 h sur Radio Campus Montpellier. Chaque jour, on vous propose un débrief de tout ce qu'on a vu hier soir et aujourd'hui au Cinémed. Nous recevrons également dans notre émission la réalisatrice Léa Todorov pour son long métrage La Nouvelle Femme, qui a été présenté cet après-midi et dont la sortie est prévue pour le 13 mars 2024. Et comme chaque jour, nous terminerons l'émission par un quiz, ainsi qu'en vous détaillant le programme de la soirée et de demain au Cinémed, histoire de vous donner envie de vous ramener à Montpellier le plus rapidement possible avec le premier train. Mais pour m'accompagner aujourd'hui dans cette deuxième émission, je serai accompagné de Nino, Gauthier, Marie et Hugo. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a de la fatigue déjà dans ce deuxième jour ou est-ce qu'il y a de l'excitation plutôt? Je crois qu'il y avait de la fatigue avant le commencement du Ah oui, cinéma, voilà, donc c'est là, ça. ça s'accumule, clairement. Moi, je vis vraiment Enfin, j'ai pu voir une superbe interprétation dans ce festival, donc je suis très heureux de... Tu parles de celle du début d'émission peut-être? Bien sûr, bien sûr. C'était, voilà, ouais. On essaye de proposer un peu de jeu d'acteurs pour donner des leçons. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, les plus jeunes acteurs, si vous voulez éviter tous les cours de théâtre, etc. C'est ici que ça se passe. Hugo, Oui, c'est ta première. effectivement. Comment tu te sens? Stressé, à l'aise, Impressionné surtout. impressionné? Ouais, c'est vrai que ça se voit pas, mais il y a vraiment beaucoup d'équipes qui sont là. D'ailleurs, je les remercie encore beaucoup pour les étudiants et les encadrants de l'ACFA qui permettent à cette émission d'exister. Merci encore. Gauthier, je sais que tu étais déjà là hier dans le public, mais là, c'est ta première en c'est ma plateau. première ici, un peu stressé, mais ça va le faire. Ça va. De toute Ça va le façon, faire. Ça le à fait partir toujours, du moment, hein. voilà, avec Gauthier, ça le fait toujours. Donc Ouais. la question, Mais là, on n'a plus joué de toute façon, donc là, on est branché, On est branché, on va ouais. rester là. on peut plus Et bouger. donc, il est temps de débuter ce deuxième épisode de Olé avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Alors, comme tous les jours, on commence par nos retours sur les films qu'on a eu la chance de découvrir hier soir et aujourd'hui au Cinémed. Et je vous propose donc qu'on commence avec La Nouvelle Femme dont je parlais tout à l'heure, de Léa Todorov, que nous recevrons tout à l'heure. Donc, La Nouvelle Femme, ça raconte l'histoire de Lily Dalenji en 1900, qui est une célèbre courtisane parisienne, qui a un secret honteux. Sa fille Tina est née avec un handicap. Peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme Mensa. Donc, on peut retrouver en tête d'affiche Leila Bekti et Jasmine Trinca qui portent véritablement le film, qui sont les deux figures principales de ce film. Marie, on sort tout juste de la séance, finalement, on est arrivé tout juste pour cette émission. Qu'est-ce que tu as pensé de La Nouvelle Femme? Moi, j'avoue que j'ai été très impressionnée par le film. En fait, je pense qu'on a tous entendu parler de Montessori par le biais des écoles qui existent. On sait à peu près ce que c'est un type de pédagogie, mais moi, je ne connaissais rien sur la créatrice, enfin sur Maria Montessori. Et je ne connaissais même pas l'époque, le contexte. Franchement, je découvrais tout ce que je voyais et j'ai trouvé, d'une part, que le film était déjà esthétiquement et dans sa forme très beau, bien monté, bien mené, bien écrit. Enfin, ça m'a transporté du début à la fin. Et de l'autre, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas et c'était très intéressant de voir, bon, c'est pas étonnant dans un contexte comme celui-ci, de voir à quel point les femmes sont mises de côté
et à quel point il faut se battre pour mener à bien ses projets. Mais Maria Montessori, c'est quand même une figure vraiment assez imposante, je trouve, et ça m'a rendue admirative en fait de voir ça. Et le personnage de Leila Bekti, bon, c'est un personnage fictif, mais ça n'empêche pas qu'elle porte aussi haut les couleurs de ce film. Son personnage, il est assez bien écrit, et je trouve qu'il apporte une vraie touche de belle fiction à l'histoire de Maria. Et puis on voit l'importance de prendre sa place et de se rendre compte un peu de ce dont on est responsable finalement, ce qu'on a créé, parce que c'est un peu l'enjeu du film elle est aussi, Maria Montessori est forcément s'inscrit dans une époque qui a tendance à rabaisser les femmes. Bon, on est toujours pas très loin. Voilà, c'est ça. Donner du mérite qui n'en a aucun finalement. Voilà. Et donc, c'est vraiment une histoire aussi de s'approprier, se réapproprier ce qu'on a créé et ce dont on nous dépossède en permanence. Se rendre compte qu'on est capable et aussi qu'on le mérite. Et le mérite, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment un point fort du film et même un point important. Je peux dire que c'est un film important qui mériterait de se transmettre parce qu'il y a beaucoup de choses à transmettre. Nino, qu'est-ce que tu as pensé de La Nouvelle Femme ? Moi, faut dire que j'aime pas trop les films historiques, mais là, j'ai vraiment été pris dedans. C'est vraiment hyper intéressant. Et puis en plus, on sent vraiment que la réalisatrice vient du documentaire parce qu'il y a plein de scènes où on a l'impression de voir des choses réelles et c'est hyper intéressant. Du coup, je trouve ça réussit vraiment à montrer un peu le fonctionnement de cette pédagogie et en même temps, oui, en ayant ce message sur la place d'une femme médecin dans cet univers-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant et il y avait des très belles scènes, notamment avec les enfants et puis oui, avec ce personnage de Leila Bekti qui est au final très touchante. Et du coup, comme tu parlais de la place de femmes médecins, on en parlait déjà avec Marie, mais il y a vraiment ce double parallèle entre le combat pour justement la place des femmes et le combat pour des enfants qui sont appelés en permanence, des enfants qui sont atteints d'un handicap mental et qui sont appelés pendant tout le film d'idiots. Et donc justement ce combat cette croix que porte Maria Montessori et ce parallèle, peut-être j'ai pas la plus grande culture cinématographique de l'histoire, mais c'est un parallèle que je connaissais pas et qui du coup est hyper cohérent dans le choix de Maria Montessori. Hein, c'est super bien fait dans le film. Hugo, est-ce que tu as été aussi enthousiaste que nous sur La Nouvelle Femme ? J'ai vraiment apprécié le film parce que c'est un film qui montre plusieurs combats à la fois pour les femmes et pour les enfants atteints de déficience. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un parcours très très intéressant et la performance de Jasmine Tringa est assez impressionnante et vraiment je sentais le personnage de Maria Montessori à travers elle. C'est ça qui m'a vraiment captivé aussi surtout. On aura l'occasion d'en reparler avec la réalisatrice. On peut aussi nommer Raphaël Sonville-Kabi, qui joue donc le rôle de Tina, et qui est vraiment d'une tendresse, d'une expressivité qui vraiment, moi, m'a beaucoup touché. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gauthier. Alors, moi, je rejoins totalement ce qu'a dit Marie tout à l'heure. Je trouve que c'est un film, mais vraiment, on est admiratif devant. C'est un film très dense qui aborde pas mal de thématiques. Et moi, j'avais peur au début que ça se perdait un peu parce que j'ai l'impression de voir plein de petits bouts et que ça se perdait entre les deux personnages, entre Leila Bekti et Jasmine Tringa. Je ne suis pas sûr de... Trinka, oui. Trinka, Peut-être qu'on dit Trinka, désolé à elle si elle écoute l'émission. Mais j'avais peur que ça veuille aborder trop de thématiques avec ces deux personnages. Mais au final, le film est divisé en plusieurs parties. On commence beaucoup avec Leila Bekti et on finit avec l'autre personnage pour la plupart du temps. Et j'ai été assez impressionné aussi par les enfants, que je trouve vraiment impressionnant. C'est incroyable. Hein, c'est vraiment fort ce qu'elle a fait. Il y a des vraies scènes de tendresse, justement presque documentaire, mais on aura l'occasion d'en reparler après, parce que je crois qu'il y en a plein qui ont des questions autour de la table. On a plein de questions à poser à la réalisatrice. Mais donc on rappelle la date de sortie, le 13 mars 2024. Ouais. Donc on encourage globalement à aller voir le film quand même, dès qu'il sortira en salle. Mais on va passer avec un autre film qu'on a eu la chance de découvrir hier soir en ouverture du festival et qui aurait pu s'inscrire un peu dans la même lignée parce qu'il y a une volonté d'être un peu une vision documentaire des choses. Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que c'est pour le moins bien? C'est ce qu'on va découvrir. Donc le film d'hier soir, c'était They Shot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal, qui raconte l'histoire d'un journaliste
de musique new-yorkais qui mène l'enquête sur la disparition en 1976, à la veille du coup d'État en Argentine, de Francisco Tenorio Jr., pianiste brésilien virtuose. Donc on a pu découvrir ça en ouverture dans une salle qui regorgeait de lycéens qui criaient en permanence, qui lançaient des avions en papier. Avant la séance, hein, ils ont quand même voilà, pas fait ça pendant le film. Mais voilà, il y avait vraiment une ambiance, une vraie ambiance pour ce film. Et je crois que les réalisateurs étaient d'ailleurs ravis de voir la jeunesse et de voir l'effervescence qu'il y avait avant leur film. Est-ce qu'on a été aussi enthousiaste et effervescent, Gauthier, sur They Shot the Piano Player? Alors, je suis un peu plus mitigé. Alors, mais déjà, l'histoire est intéressante, que ça veuille faire un hommage à ce pianiste. Je trouve que l'idée de base est très intéressante et que, formellement, le film est très bon dans ce qu'il veut faire. J'ai un problème avec le fait que le film est trop dense. Il y a trop de personnages, ça se perd un peu. Il y a beaucoup de dialogues et du coup, c'est compliqué. Si on décroche, ne serait-ce qu'une ou 2 minutes, mais c'est un peu parfois compliqué de retourner dedans. On peut peut-être décrire un tout petit peu le dispositif du film. C'est un film qui est coupé entre différents entretiens et avec plusieurs flashbacks sur la vie du pianiste. Tout est fait en animation, même les entretiens sont en animation. Et justement, rapidement pour l'animation, il y a un truc qui me dérange dedans. Je sais que ça peut très facilement, on peut facilement faire le parallèle avec les bandes dessinées belges, par exemple. L'animation marche très bien au niveau des villes et au niveau des objets et des décors, mais je trouve qu'avec les visages, ça ne fonctionne pas trop. Je ne sais pas trop comment le décrire, c'est un truc qui me dérange. Ça m'a dérangé, je ne sais pas pourquoi. Mais... C'est vrai que ça peut être un style assez particulier, c'est un style vraiment très marqué d'animation, dont on n'a pas l'habitude forcément de voir, parce qu'on est quand même dans un monde où globalement, c'est plutôt lissé, c'est assez vouloir être le plus photoréaliste possible, et là, c'est pas du tout ce qui est recherché. Marie, est-ce que tu as été, toi, pareil, un peu submergée par toutes ces infos de They Shot the Piano Player? Submergée, je pense que c'est le mot, oui. Effectivement, c'est très dense parce qu'il y a énormément d'entretiens avec beaucoup de personnalités qui étaient reliées à Tenorio Junior. En plus, c'est un sujet que moi, je ne connaissais pas, donc il fallait s'approprier et le sujet de la bossa nova, et le sujet de ce pianiste-là en particulier, et le contexte des dictatures, enfin, beaucoup de choses. Donc je suis ressortie en me disant, ok, il y a eu beaucoup de name-dropping, beaucoup de situations. Ouais. En plus, ça parle beaucoup. Il y a 3 langues différentes, français, anglais, non pas français, espagnol, anglais et portugais. Ouais. Donc tu switches d'une langue à l'autre, il faut se réapproprier le son, lire les sous-titres, c'est vrai que il faut être bien réveillé quand tu le regardes. Mais ceci dit, je suis sortie en me disant que ça mélangeait trop de sujets, et en fait, en les écoutant ce matin en rencontre presse, je trouve qu'il m'a convaincue. En fait, il a expliqué que pour lui, il ne mélangeait pas les sujets, c'est juste qu'il racontait la petite histoire dans la grande histoire, et c'est vrai qu'on a tous une petite histoire dans un grand contexte historique, et que pour parler de ce pianiste, il fallait parler de comment il a disparu, donc du contexte des dictatures en Amérique latine. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas mal étudié ça. Et en fait, je trouve qu'il a raison. C'est pas un mélange, lui ce qu'il disait, c'est que c'est la vie en général qui est comme ça. Et en fait, c'était très intéressant de les écouter, je trouve. Ouais. Mais du coup, moi, j'étais un peu frustré sur ce point-là parce que je suis moins au fait de justement toutes les dictatures, etc. Enfin, voilà, l'histoire de l'Amérique du Sud, je suis un peu moins connaisseur. Et du coup, j'en attendais plus. C'est peut-être pas ce que le film voulait me donner, mais en fait, je trouve que la conclusion du personnage, on va pas dévoiler, mais du coup, je la connaissais depuis le début. Alors, c'était peut-être pas l'intention du réalisateur, mais son parcours, je savais où est-ce qu'on allait arriver et que donc. Oui, c'est déroutant en fait. Voilà, tu t'attends à une enquête approfondie, mais en fait, tu connais déjà le coupable. C'est ça, t'es en attente d'un dénouement, comme un gros dénouement, comme on peut en avoir l'habitude. Et puis j'étais un peu frustré parce que hier, on en parlait déjà dans l'émission, mais du côté musical, parce que je trouve qu'on n'entend pas tant la musique bossa, la musique brésilienne. Je trouve que elle n'est pas tellement présente dans le long métrage, il n'y a pas tant de scènes un peu spontanées. Donc c'est ma petite frustration du soir, mais quand même mention spéciale pour la voix de Jeff Goldblum qui, oui, on adore Jeff. Avec toujours ces « what » qui sont vraiment uniques et qui Fernando Trueba disait que c'était sa voix préférée, sa voix américaine. Parce qu'elle était unique. Ouais. Parce qu'elle était unique et elle l'est effectivement. On a des petits bonus, d'autres films qu'on a pu voir, notamment Nino
Raconte-nous ta journée où tu as dû un peu courir, où tu as dû un peu aller de tous les côtés pour voir des films. Du coup, c'était un peu la journée des premières fois, parce que j'ai vu 2 premiers films des deux rétrospectives. Donc, à savoir le premier film d'Ettore Scola, Parlons femmes, qui est un film à sketch sorti dans les années 60. 1964. Ouais. Et donc, il parle. Il y a 9 segments tournés autour des rapports entre l'homme et la femme, et c'était assez drôle et c'était assez marrant de voir la vision de la société italienne à ce moment-là sur les rapports hommes-femmes. Et puis, la salle a beaucoup ri, et moi aussi, je trouvais ça assez drôle. Et ensuite, j'ai vu le premier film de Yolande Zamberman, Classified People, donc sur l'apartheid. C'est en plus tourné en plein apartheid en 84, je crois, et filmé d'ailleurs clandestinement, ce qui ne se voit pas trop parce qu'il y a vraiment des très belles images. C'est vraiment très beau d'abord, et puis en même temps c'est un sujet qui est assez terrible, mais on a vraiment des super personnages. C'est en particulier tourné autour d'un couple qui est vraiment très très touchant et auquel on peut reconnaître des gens. Et c'était vraiment un film assez touchant, en plus d'être assez instructif sur le sujet. Bon, en tout cas, sachez que Nino donne tout pour l'émission et qu'il n'a pas cessé d'enchaîner pour choper des séances, arriver au dernier moment pour cette émission, pour là maintenant. Donc merci. J'ai pris la dernière place dans la salle pour la nouvelle femme. Désolé tout c'était mérité. Qu'il y avait derrière. C'était mérité pour tout ce que tu as fait. On a vu aussi, avec Gauthier et Marie, un documentaire cet après-midi qui s'appelle donc Smiling Georgia. Sur une histoire dentaire en Géorgie. Je ne sais pas si on peut résumer comme ça. C'est un beau résumé, je trouve. C'est très mal résumé. Marie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, c'est un documentaire sur un programme politique qui avait été annoncé en 2012 en Géorgie, qui était « On va soigner toutes vos dents cariées pour les habitants géorgiens et on va vous les remplacer par des prothèses ». Tout cela gratuitement, évidemment. Sauf qu'ils ont effectivement enlevé toutes les dents cariées des habitants. Ce parti politique n'est pas repassé aux élections, donc le président n'a pas été réélu, et les prothèses dentaires pour remplacer les dents arrachées ne sont jamais arrivées aux habitants. Donc en fait, ça suit ces habitants-là qui n'ont plus de dents. On dirait presque un truc de base de fiction. On dirait une fiction, tellement ça paraît improbable ce qu'on voit à l'écran. Et du coup, il interroge ces gens, il leur demande ce qui leur est arrivé, comment ça leur est arrivé, comment ils le vivent, parce qu'en fait, la plupart de ces gens, en plus, on leur a tout arraché. C'est-à-dire que pour manger, pour vivre, ça devient assez terrible. Et je trouve que c'est un enchaînement de scènes, c'est presque du rocambolesque, je trouve, parce qu'il se passe des choses dans ce documentaire. Je trouve ça incroyable. Il y a une scène avec une journaliste qui a une émission type « On aide les gens qui ne peuvent pas avoir d'aide de l'État », j'en sais rien. Moi, ça me pensé à la déco avec Valérie Damido, en fait. Je vais chez les gens et je change tout. Et cette journaliste, elle va chez les gens et les gens refusent d'avoir son aide parce qu'ils refusent toute aide des médias, de l'État, des gens qui les ont abandonnés. Ils se retrouvent chez une femme qui a déjà une prothèse, donc les journalistes s'énervent. Enfin, il se passe des choses assez folles. Et moi, j'ai trouvé hyper intéressant, mais extrêmement pessimiste, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça parle de ce qui s'est passé en 2012 aux élections, mais en fait, ça parle d'un problème bien plus profond de pourquoi tous ces gens avaient autant de problèmes dentaires, avaient autant de problèmes d'hygiène, parce qu'on leur a tout arraché. C'est pas une carie que vous avez chez le dentiste. Non, là c'est costaud. On leur a tout enlevé. Et en fait, dans la petite histoire des élections, il y a la grande histoire de ce pays où les habitants ont été laissés à l'abandon, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Alors après, moi j'ai des petites réserves, je sais pas ce que t'en diras Gauthier sur... Un truc bien précis, je pense, oui. Alors déjà, moi je passe mon coup de gueule. Ça concernera personne qui nous regarde, mais je passe mon coup de gueule. Les sous-titres ont été faits avec les fesses, voilà. Et hier, They Shot the Piano Player, c'était la même chose. S'il vous plaît, respectez-nous, respectez-vous et faites des sous-titres un peu plus corrects. Mais non, au niveau de la forme... Il y a des scènes justement qui m'ont un peu interpellé parce que on voyait que ça voulait décrire un petit peu le paysage dans lequel on se trouve, un peu l'atmosphère. On voit même une cérémonie de... Je ne sais pas si c'est vraiment un mariage. Si, c'est un mariage. Je pense que c'est un mariage. Cérémonie de mariage. Ouais. Et donc,
bien sûr, on se détourne du sujet principal qui était les dents. Moi, je m'attendais juste aux dents et aux dents et aux dents. Oui, je Et comprends. donc, forcément, on prend du recul, mais sans vraiment comprendre ce qu'on nous montre. Ouais. En fait, le documentaire m'a peut-être pas assez pris par la main. Peut-être que j'ai besoin d'être plus pris par la main pour comprendre. Et pourtant, il était court. Pourtant, il faisait Ouais, 1h02. Ouais, 1h02, 1h02, ouais. Je sais pas ce que tu as pensé, Gauthier, toi, de Smiling Mais- Georgia. J'ai été un peu perdu aussi comme toi. En fait, j'ai bien aimé le film. J'aime bien le. Je connaissais pas du tout cette histoire, mais vraiment absurde qui s'est passée en Georgie en 2012. Mais moi, j'ai été perturbé par le rythme surtout du film. Je pensais pas que ça allait être beaucoup de plans sur la nature, sur la réalité là-bas. Et du coup, je l'ai peut-être pas vu au bon moment, mais il y a un petit moment où je me suis un peu ennuyé. Et en fait, ce que j'aurais peut-être voulu, c'est d'avoir plus un contexte du pays avant, en introduction, de savoir c'est quoi le parti politique qui a mis ça en place, comment est-ce qu'il a perdu, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite. On n'a pas trop de contexte. On voit des élections vers la fin du film, mais même là, on ne sait pas trop qui a gagné encore une fois. On voit qu'il y a une différence d'écart en pourcentage énorme. Je crois qu'il y a un côté, il y a 6% et l'autre à 94%. C'est gigantesque. Et pourtant, on n'est pas trop au courant de ce qui s'est passé. Du coup, en fait, on est un peu jeté là-dedans, sans trop de contexte. Du coup, on doit deviner un peu. Oui, en fait, voilà, c'est vrai que Ouais. à la fin, j'ai même pas tout compris. Enfin, Oui, oui, oui. j'ai Je suis d'accord. j'ai été rattrapé par ce que tu disais sur le message pessimiste Ouais. et vraiment Ah ouais, le mais la dernier fin, dialogue elle est qui terrible. est vraiment terrible. En fait, Ah non, mais bon, c'est l'abandon, quoi. ouais, l'abandon de, Ah en ouais, fait, il n'y a mais- que Oui. nous qui pouvons prendre soin de nous-mêmes et personne d'autre On d'autre nous peut le aidera, faire. ouais. Mais ça fait 10 ans qu'ils sont abandonnés de ça. Non, quand mais même. oui, complètement. C'est Mais en fait, gigantesque. c'est vrai que c'est un documentaire sans narration. C'est juste Ouais. très contemplatif, c'est plein de scènes à coller. Effectivement, il y a plein de plans de nature qui, ceci dit, sont absolument magnifiques. Hein. Ouais, Les c'est plans très sont bien filmé. grandioses. Mais il n'y a pas de gens qui narrent, il n'y a pas de fil rouge à ça. Juste, on nous met dans le contexte et puis on se démerde, quoi. Il y a juste une scène, mention spéciale pour c'est peut-être la meilleure scène du film où il y a un cochon qui se frotte à un arbre. Bon voilà, moi ouais non mais c'était un bon moment donc je voulais quand même en parler. J'avais oublié, dit. Écoutez, notre partie débrief est finie pour ce soir. Alors je crois que je ne vois pas encore notre invité voilà dans les parages. Donc Elle ce doit qu'on pas va être faire, loin, elle doit pas être loin. voilà, si on me le permet, je vais inverser le conducteur, mais ça va suivre, bien évidemment. Parce que je vous propose, en attendant, de plutôt passer au quiz de Marie, si tu es d'accord. Mais je suis totalement d'accord. Hein. Ok, bah Bien c'est sûr. parti pour le quiz de Marie. Olé Quiz, le quiz de la quotidienne. Bonsoir. Bonsoir, c'est le re-bonsoir. Bonsoir, C'est le dame, bonsoir dame, du quiz. bonsoir, Véro, pour Excusez-moi. ceux qui ont la ref. Voilà. Alors, comme vous gagnez beaucoup trop de points dans ce quiz, j'ai revu ma notation à la hausse pour moi-même. Voilà, je préfère vous prévenir maintenant. On va commencer ce quiz. Alors évidemment, les questions sont reliées au film qu'on a vu entre hier, l'émission d'hier et maintenant. Voilà. J'espère que vous avez révisé. Vous avez bien écouté les films. Allez, il faut qu'on Ouais. soit chaud. Hein. Ouais. Première question, n'a pas tourné. Question sur Jeff Goldblum. Ah, Jeff... Jeff Goldblum prête sa voix au personnage principal du film d'ouverture They Shot the Piano Player, évidemment. Parmi ces films d'animation dans lesquels n'a-t-il pas prêté sa voix à un personnage? Donc il y en a 4 où il a fait une voix, 1 où il n'en a pas fait. ok. Ok. Le Prince d'Égypte, Baby Boss 2, Comme chien et chat, L'île aux chiens ou Drôle d'oiseau. Oh, la différence entre les films. Bon, il y en a qu'on peut éliminer peut-être, déjà. Je pense que l'île aux chiens, on le Ouais. sent bien faire une voix dedans. Ouais, c'est possible. C'est quoi le dernier que t'as dit? Wes Anderson. Drôle d'oiseau. Ok, mais Drôle d'oiseau. Quelqu'un a vu Drôle d'oiseau? j'ai pas vu le jour. C'était pas ton film préféré, tu me disais pas l'autre Ouais, jour ouais, que Drôle ouais, d'oiseau, ouais. déjà, c'était... Alors bon, Allez, l'île aux choisissez, chiens vas-y. déjà, Je sais que vous avez la réponse au fond parce qu'elle est logique. euh, peut-être Drôle d'oiseau alors. soit le premier ou peut-être le premier. Hein. Je l'ai redit, Le Prince d'Égypte, Baby Boss 2, Le Comme Prince chien et d'Égypte, chat, il a- L'île aux chiens, Drôle d'oiseau. Le prince d'Égypte, vous le voyez faire le prince d'Égypte? Le gars qui dit What? Comme ça avec cette voix-là. What, Je Moïse? trouve que tu le sous-estimes Ouais. un petit peu, mais, Ouais, bon, mais c'est pas pardon, grave. excusez-moi. Non, ou sinon passe au Drôle son. d'oiseau. Hein. Mais Drôle d'oiseau, ça sent un truc, elle a pas inventé un film qu'on connaît pas. Mais on part sur le premier. On dit le premier, prince d'Égypte? Allez, je sens valide. que- Allez, je le valide. prince d'Égypte. Bah, il a bien fait une voix dans Le Prince d'Égypte, Ah, je suis il a- désolée. il a- En fait, il n'a pas fait de voix dans Comme chien et chat parce que c'est un film live action. Donc il joue dedans simplement. Oh là là. Mais il a une voix quand même. Bah oui. Bah, d'accord. Alors il maintenant, a ma bien question sa voix est dans le marquée film. film d'animation. Je l'ai dit, Non, mais hein, oui, voilà. oui, bien sûr. Merci. Donc je suis désolée.
Oui, Désolée. non, mais Mais ne sois ouais. pas désolé, Ça fait un on a point été pour moi. mauvais. On a été C'est tout mauvais. ce que je voulais dire. Deuxième question, la sacrée film. Leila Bekti est l'une des actrices principales de La Nouvelle Femme de Léa Todorov. Parmi cette liste de films, à vous de me dire si elle joue dedans ou pas, tout simplement. Je vais Ok. commencer par toi, Florent. Novembre. Novembre, j'ai un petit trou, parce que normalement, bon, ouais, voilà. Non, elle joue pas dedans. Effectivement, elle ne joue pas dedans. Alors là, si vous vous trompez sur les films, je gagne un point moi. Hein. C'est ça Ok. la différence de notation. Ah, ok. Un prophète, Gauthier. Comme un prophète Un prophète. Je l'ai pas vu, je vais dire non. Si. Aïe, 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 elle a toute faim, elle apparaît. Comment je suis devenu super-héros, Nino? Oui. Effectivement. Je sais pas, je veux pas tricher. J'essaie Le de grand pas bain, tricher. Hugo. Oui. Effectivement. Ouais. Florent. Pupille. Pupille, pupille, non. Effectivement. Gauthier, fumer fait tousser. Oh, j'ai un doute maintenant, mais oui. Non, elle ne joue je- pas je dedans. confonds. J'arrive Ouais, à 3. il y avait Donc tellement vous êtes de à monde. 4, je suis à 3. Ça Ça va, ça pour l'instant, score C'est honorable, bien. on peut se refaire. C'est plus on peut vrai se qu'hier refaire. déjà. Question en Méditerranée. C'est là que je disais qu'il fallait vraiment réviser à fond. Ça va être du pur hasard, je préfère vous prévenir. Où est né Luca Beradze, le réalisateur de Smiling Georgia? Bien sûr, bah attends. À Kutaisi, à Tbilissi ou à Batumi? Déjà, il faut réussir à redire les noms. Hein, déjà, Bon, dès c'est que déjà. des villes de Géorgie, hein, déjà, je préfère vous le dire. Est-ce que tu peux nous les redire Oui, s'il te plaît Kutaisi, Tbilissi ou Batumi. C'est bien parce que là, on se base sur rien du tout, en fait. Hein, Oui, c'est oui. On genre- peut même pas les Ah, prononcer. mais j'avais cru que c'était du hasard. Hein. Ici, ça m'inspire un peu. Le deuxième, Tbilissi. Ouais, ça Ça, on C'est a- inspirant, non Ça c'est un sonne bien. côté un peu plus, C'est un peu c'est plus vraiment- sympa, ouais. Ouais, bah, on part sur ça. Bon, allez, on part Allez. sur ça. Sur Tbilissi, Tbilissi. Oui. bien sûr. Oh, Tout à fait. Ah oui. Voilà. Oh, l'expert. Vous Oh, passez l'expert à en Géorgie. 5. Vous passez à 5, vous êtes donc en tête, et pas moi. Donc vous allez voir la question facile. Ah. Question facile. Fernando Trueba a un fils, Jonas Trueba, donc également réalisateur. Lequel de ces films a-t-il réalisé? Eva en août, Les filles du soleil, Heureux comme Lazaro ou Nos soleils? Ah, Je c'est sens pas Eva en août et c'est pas Nos soleils déjà. Ouais. Oui. Donc c'est Jonas, hein, c'est ça, Jonas Trueba, le fils de Fernando. Donc déjà, on en a éliminé 2. Il nous reste donc en proposition. Eva en août, Les filles du soleil, Heureux comme Lazaro, Nos soleils. Alors, Heureux comme Lazaro, c'est Alice Rohrwacher. Donc c'est Il le me troisième semble. alors. Aucune idée, tu me regardes, aucune idée. Gauthier Vraiment, recherche de l'aide Je dans n'ai ton pas vu regard. ces films. Aide-moi. Comment ça, Ok. tu l'as pas vu? Il est excellent. Mais tu Ah ne... bah, je vais la rattraper. Très bien. Ouais, bah, il est... ouais. Donc, Bon, bah, j'ai pas logiquement, quelque chose, hein, par j'ai pas quelque élimination, le dernier du coup. Ouais. C'était quoi le dernier? Le dernier, c'est Nos soleils. Non, non, Mais non, Nos soleils, le attends. troisième du coup. Heureux comme Lazaro, Voilà. Non, c'était lui. Mais non, mais celui-là, c'est pas lui. Ok, le deuxième alors. Attends. Les filles du soleil. Les filles du soleil. Ah, il est nul. Oui, Les filles non, du mais soleil. Ça semble être... ouais. Les filles du soleil. On dit les filles du soleil? Alors moi j'en ai aucune idée donc je vais vous suivre. Oh bah Franchement, d'accord, les bah filles bravo. du soleil. Allez, les filles du soleil. Les filles du soleil. Alors, Nos soleils, déjà, c'est un film de Carla Simone. Oui. Puisqu'il est projeté Ça, au ouais. cinéma d'ailleurs. Heureux comme Lazaro, tu l'as dit, Alice Rohrwacher, et effectivement. C'est bon. Les filles du soleil. Hmm Eva Husson. Eva en août, c'est réalisé par Jonas Trueba, par contre, Nino. Ah, mais... Je suis Voilà, désolée et de te le voilà, dire. ben voilà. Non, mais vous savez quoi, j'arrête. J'ai juste pas retenu son nom en fait. Je me suis dit, je Ah. connais pas ce nom, c'est pas lui du tout. Je ne Alors serai qu'en fait, plus là. Voilà. C'est dommage. Bon, alors je le répète, duel time, vous gagnez 4 points si vous le gagnez, vous perdez 4 points si vous Donc là, on a perdez la perdu. question. Vous perdez, Ah, je vous suis êtes tombé désolé. à 1, je suis à 3, donc j'avoue que je proclame ma victoire sur ce quiz. Je suis Bon, désolée. écoutez, là, on a fait du mauvais travail. Il faut bien que je gagne de temps en temps, sinon Oui. j'aurai aucune crédibilité. Oui, c'est vrai, sinon ça Je va être... participe pas du tout Bon, à ce mais tu quiz. nous les donnes, les quiz, donc oui, bon, ok. Bon, tant Dommage. pis, on accepte notre défaite, mais on fera mieux la prochaine fois. Oui, il y en a encore plein, des quiz à venir, hein. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Du coup, merci beaucoup Marie Avec d'avoir très grand plaisir. préparé ce quiz une nouvelle fois. Mais il est temps pour vous de sortir de quoi noter. Si jamais vous voulez nous croiser dans les allées du quorum, savoir quand on est là, quand on n'est pas là, faire des photos Si vous voulez des avec autographes. nous, voilà. On va faire ensemble un petit point sur le programme de ce soir et de demain dans Aujourd'hui au Cinémed. Aujourd'hui, au Cinémed. Alors, on va faire un petit point sur ce qui nous attend ce soir et demain. Donc, déjà, on va commencer par ce soir. Donc, bon, déjà, pendant notre émission, bon, il y a Le Temps d'aimer qui est en train d'être projeté de Catel qui est verré. Tout à Donc, fait. on peut vous le conseiller, mais en même temps, Vous pouvez pas y aller, quoi. bah,
Si vous êtes restés, c'est que vous êtes vraiment les vrais, vous êtes le sang. Mais bon, voilà. Sinon, voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu d'aller voir ce soir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent? Vas-y, Gauthier. Personnellement, ce soir, je vais aller voir la soirée court-métrage qu'il y a. Il y a plusieurs courts-métrages qui ont l'air très intéressants, notamment un qui a l'air fantastique. Enfin, il y en a un fantastique, il y en a un d'animation. Et du coup, j'ai très hâte de voir ça, ça a l'air marrant. Et voilà. Donc ça sera en salle Einstein à 20h30. À 20h30. C'est ça, si vous voulez retrouver Gauthier, il sera là-bas. Est-ce que, Marie, Moi, je t'avoue, ce qui m'attend ce soir, c'est le spectacle de chorale de ma belle-mère. Vous pouvez me voir voilà, à Nouveau-Saint-Roch si vous voulez. C'est quelle salle? Mais si j'avais été ici, je serais allée voir Orlando, ma biographie politique. On en a un peu parlé hier, ça a l'air incroyable. Voilà. Voilà. Et c'est au centre Rabelais, si vous voulez aller voir ça. Au centre Rabelais, il faut voilà, quelques minutes de marche, mais voilà, Tico nous en a déjà parlé. Voilà. Et hier soir, on le recommande Rattraper une les nouvelle émissions, fois. quoi. Hugo, Nino, est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent? Je pense que même si vous n'allez pas les voir, dites-nous en regardant le programme, vous dites ça a l'air sympa, ça a l'air pas sympa. J'avoue que moi je fais beaucoup au feeling, donc du coup moi ce soir je pense que je vais manger déjà. Ça déjà c'est une bonne... En vrai, c'est un bon ça nous programme. aide beaucoup, ça nous aide énormément, mais je comprends. Et demain j'ai prévu coup de tampon pour l'instant et puis je fais beaucoup au feeling, donc on verra bien. Très bien. Moi je pense que je vais poursuivre la rétrospective des Torrescola avec le commissaire Pépé à 21h. Ok, à 21h, à l'Opéra Berlioz. Oui, ben ça y était lancé dans ta Ettore Scola Folie. Et donc pour demain, est-ce qu'il y a des choses dans la journée du dimanche qui vous tentent déjà en voyant, il y a quelques petits événements dans notre journée. Moi j'ai prévu plein de trucs. J'ai prévu d'aller voir Creatura. Creatura qui est en... Pasteur. Et qui est en compétition. Qui est en compétition, tout à fait. Ouais. Puis je vais aller voir Léo, qui est un film d'animation au centre Rabelais. Et j'adore les films d'animation. Oui, souvent c'est ton petit rendez-vous du cinéma. C'est mon petit rendez-vous ça, du cinéma, exactement. Et à 16h, coup de tampon, évidemment, puisque nous recevrons le réalisateur après. Et voilà. Et après, c'était pas mal. Voilà. 3 films en une journée, c'est pas mal. C'est déjà énorme. Bon. Puis à 18h, il y aura l'émission, donc vous n'allez rien voir à cette heure-là. Normalement, vous êtes sur les gradins. Normalement, mais vous êtes après, sur les gradins et... Voilà. Hugo, au feeling, toi. Ouais. Mais tu seras en train de pour manger l'instant, peut-être. De sûr, demain matin, il y a le petit-déj et après tu Oui, verras. voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Okay. Et après, à 16h, il y a coup de tampon, j'ai dû faire sauter le goûter, c'est pas grave. Ouais, Aïe, ça aïe, va. aïe. Gauthier, Nino. Moi, demain, je pense que j'irai aller voir Marx peut t'attendre de Marco Bellocchio, qui est à 11h au cinéma Diagonal. J'ai jamais vu de Bellocchio, du coup, je pense que c'est la bonne occasion. Ah, ça sera ton premier, ok, Ouais. très bien. Et ensuite, j'irai voir Coup de tampon aussi, en salle Pasteur. Alors, on peut noter aussi qu'à 16h, en même temps, il y a l'enlèvement de Marco Bellocchio, le nouveau film de Marco Bellocchio qui sera au cinéma Diagonal. C'est trop long. Ça dure 2 heures et j'ai l'émission. Et tu as l'émission, Et ouais. tout pour toujours l'émission, mais l'émission en premier, merci en fait de penser à l'émission. Nino, est-ce que tu sais déjà un peu? Pareil, Marx peut attendre. Et puis je vais poursuivre aussi pour... Les gens sont fans Il sait de pas. toi, Nino. Il Ils sait pas. veulent savoir où tu es. Ils veulent Désolé, te on voir. dévoile tout. Attends, Ils j'ai veulent perdu la savoir. ligne. Je vais poursuivre Yolande Zoberman. Tu vas poursuivre Yolande Zoberman. Je vais Voilà, poursuivre c'est tranquille. mon fais pas visionnage ça. de Ah, ce d'accord, film, Ne fais pas ça. pas elle, avec Would You Have Sex with an Arab, qui est apparemment bien. Ok. Voilà. Très bien. On note. Voilà, si Sur- vous voulez dans le retrouver contexte. l'équipe, ça fait un beau programme. Mais ça y est, voilà, on vous a recommandé ce qu'on allait faire ce soir et demain. Mais notre invité du jour est là, notre invité du soir. Je vous propose d'accueillir tout de suite Léa Todorov, réalisatrice de La Nouvelle Femme. L'invité de la quotidienne. Elle s'installe. Bonsoir, Léa Bonsoir. Todorov. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder ce temps d'interview pour The Cinema Show, pour parler de votre nouveau film, La Nouvelle Femme, qui a été présenté cet après-midi au Cinémed. La première question, la plus importante, est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. Je suis très émue par la projection qui a eu lieu cet après-midi au Cinémed. On a fait une discussion à l'issue de cette projection qui m'a franchement bouleversée parce qu'on a eu des témoignages très très forts et voilà une émotion palpable dans la salle qui s'est partagée entre nous. Donc je vais très bien, mais je suis très émue. Ah, c'est super. Une salle comble d'ailleurs, on a eu Ouais. même des gens qui ont été refusés, etc. C'était la folie dans le quorum pour voir votre nouveau film. On voulait vous parler quel a été le déclic finalement pour vous donner envie de réaliser ce premier long métrage de fiction, de passer du documentaire à la fiction?
C'est vraiment grâce à un documentaire sur lequel j'avais travaillé. J'avais participé à l'écriture d'un film sur les pédagogies alternatives que j'ai découvert le personnage de Maria Montessori. Et j'avais gardé le sentiment qu'il y avait vraiment une histoire à raconter autour de cette femme, parce qu'elle avait un destin hors du commun. Et entre autres, j'avais le sentiment que c'était son histoire, en tout cas celle que je raconte dans le film, était assez peu connue. Cette période qui précède le moment où elle invente les écoles qui vont devenir connues, qu'on connaît toujours aujourd'hui, qu'on célèbre, la Casa dei Bambini, tout ça. Et il y avait 2 choses qui me touchaient beaucoup dans la période que j'ai finalement choisi de raconter. C'était d'une part le fait que c'était le moment où elle avait été confrontée à un choix personnel terrible, qui est un peu le cœur du récit que je fais, mais aussi que c'est l'époque où elle travaillait avec des enfants neuroatypiques ou porteurs de handicap moteur, et qu'on sait peu que finalement la méthode Montessori a été d'abord travaillée avec et pour ces enfants. Et j'avais envie, à travers ce film, de vraiment aussi œuvrer aux nouvelles représentations de ces enfants. Et est-ce que vous avez senti dans l'élaboration du long métrage une vraie différence finalement entre travailler le documentaire et travailler la fiction? Ou est-ce que vous avez trouvé quand même des points d'accroche? Non, j'ai trouvé ça hyper différent, mais je pense que tout dépend de quel documentaire on fait et de quelle fiction on fait. Là, en me lançant dans un long métrage avec le défi de l'époque, des 2 langues, de vraiment du jeu très écrit, même en termes de mise en scène, on est loin du documentaire, dans les mouvements de caméra, dans les lumières, etc. Donc, à plein d'endroits, c'était très très différent, mais j'avoue que j'ai adoré ça. J'ai trouvé que vraiment c'était grisant le plateau de fiction. Je rêve de le retrouver au plus vite. Et surtout, pour un premier film de fiction, se lancer dans un film à costume, ça peut être impressionnant, ça peut être difficile, mais vous vous êtes dit, on y va, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter, alors ça me fait pas peur. Ouais, c'est un peu la folie du producteur, ça. C'est lui qui m'a fait confiance pour faire ce premier long métrage, donc clairement d'époque, avec des costumes, mais aussi avec plein d'enfants, et d'ailleurs aussi pas mal d'animaux. Donc et puis entre 2 pays, en 2 langues, donc on a mis la barre clairement assez haut, mais comme on s'est cru mutuellement capable de cette folie, on l'a fait. Bon. Marie, je crois que tu voulais revenir justement sur le travail avec les enfants handicapés notamment. Ouais. Moi, j'étais hyper admirative en regardant votre film. Je me suis dit tout le long, mais comment elle a fait? Comment est-ce que vous avez dirigé finalement ces enfants? En plus, les scènes, elles sont hyper belles, mais on les voit évoluer, on les voit tout au long du film utiliser cette pédagogie finalement. Comment est-ce que vous avez fait pour les diriger? D'abord, merci. Je suis très contente merci à vous. Si vous voyez tout ça, parce que c'est vraiment l'un des objectifs du film, de nous rappeler aussi de toutes les capacités de ces enfants, d'arrêter de les considérer parce qu'ils ont des difficultés comme incapables, de faire 1000 choses et d'être entre autres de très bons acteurs, puisque ils n'ont pas progressé au cours du tournage, ils arrivent à jouer leurs propres difficultés et leurs propres progrès. Donc ça, c'est vraiment leur mérite. En fait, c'est vraiment passé par la préparation, c'est-à-dire que comme on s'est dit que pour nous, c'était le cœur du film, on y a mis beaucoup d'énergie et on a organisé avec les enfants, très en amont du tournage, à peu près 6-7 mois avant, un premier stage pour apprendre à les connaître, apprendre à travailler avec eux. Et on a vraiment fait en permanence un va-et-vient entre ce qu'on voulait raconter dans les scènes et ce qu'on faisait avec les enfants, qui nous inspirait aussi des images, des actions. Et entre autres, je dirais que ce qui m'ont vraiment inspiré, c'est aussi le travail sur la musique et sur la danse, parce que c'est pas quelque chose que j'avais imaginé comme ça avant de commencer à travailler avec eux. Et c'est vraiment dans le travail avec les enfants qu'on a trouvé ensemble une méthode où leur mouvement inspire la musique, et c'est devenu quelque chose de central, où on savait qu'on voulait arriver là dans le film. Et donc en vrai, c'est moi qui ai réussi à faire quelque chose, mais eux, ils ont vraiment bien joué aussi à m'inspirer autant de choses et à donner autant. Et
et à être vraiment sans cesse à la hauteur des défis qu'on leur proposait. J'aime bien dire que le moment où on s'est dit qu'on était complètement timbrés, c'était quand on s'est mis à leur parler en italien, alors qu'on était une équipe française, des enfants français, souvent qui ne sont pas scolarisés dans des écoles, voilà. Et là, on est là à faire « Buongiorno, bambini !» Voilà. Et donc, là, c'était un peu déconcertant. Puis Jasmine Trinca est arrivée au stage, une vraie italienne, ça donnait un peu de crédibilité à ce projet. Et puis avec son charme, et voilà, elle aussi, la force de conviction qu'elle a eue dans le projet, on a quand même réussi à les faire parler italien dans le film, à ne pas devoir les doubler, ce qui était la hantise des ingé-sons qui me disaient ça va être horrible si tu les fais doubler par des enfants italiens. Donc j'ai dit ok, on va leur faire parler italien. Et voilà, et c'était très amusant que finalement ça soit aussi des difficultés d'élocution qui cachent un accent français. Moi je trouve que c'est génial parce que c'est grâce à ça que personne ne peut se dire qu'il y a un problème dans l'italien. Et je me demandais justement comment s'est fait le choix de Jasmine Trinca et Leila Bekti. Est-ce que c'est des actrices que vous aviez déjà en tête ou c'est venu au fur et à mesure de la pré-production? Jasmine Trinca, c'est vrai que j'avais en tête pendant toute l'écriture du film. C'est une actrice pour laquelle j'avais une admiration immense, des rôles dans lesquels j'avais pu la voir quand moi-même j'étais encore presque toute jeune adulte. Et j'avais suivi de loin en loin quand même sa carrière. Et entre autres, elle avait fait plusieurs films français. Donc je savais aussi qu'elle avait la possibilité de parler en français. Elle est autodidacte, ce que je trouve super impressionnant. Mais voilà, elle parle très très bien français. Et donc pour elle, il y avait une forme d'évidence. Leila Bekti, c'est un choix qui s'est imposé parce que je cherchais une actrice qui ait cette capacité de nous faire accepter de quand même aimer ce personnage qui peut être assez désagréable, parce que son rôle, c'est quand même celui d'une femme qui abandonne, cache, a honte d'un enfant à cause de ses difficultés, un enfant neuroatypique. Et donc, j'avais besoin d'une comédienne qui ait cette capacité à emporter notre jugement, quelque part. Qu'on ne soit pas en train de se dire quelle abominable femme, mais qu'on soit avec elle, dans le chemin qu'elle fait par rapport à son enfant. Et voilà, et c'est une actrice qui, dans la générosité de son jeu, pour moi, était capable de faire ça. Gauthier, je crois justement tu avais une question par rapport à la relation entre les deux personnages. Alors tout d'abord, merci pour votre film. J'ai passé un super moment. Et moi, j'avais une question à propos de la relation entre les deux personnages, avec le personnage de Leila Bekti qui veut abandonner son enfant, à l'inverse de Jasmine Trinca qui, elle, veut récupérer le sien. Comment est-ce que vous avez construit cette relation et ce miroir entre les deux ? Depuis le début, je cherchais des rapports d'inversion qui soient riches. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressée, c'était qu'effectivement, Jasmine, le personnage de Leila Bekti, Lily, au départ veut abandonner cet enfant, mais progressivement va s'en rapprocher. Et que chez Maria, il y a effectivement cette dimension inverse que j'ai vraiment construit comme des sables mouvants. De plus elle va essayer de récupérer l'enfant, plus elle va s'éloigner de ce but quelque part. Il y a quelque chose comme ça un précipice qui s'ouvre sous ses pieds sur cette question-là. Mais ce que j'ai cherché à faire, c'était surtout de faire qu'il n'y ait pas que Jasmine qui apporte quelque chose, Maria Montessori qui apporte quelque chose à Lily d'Alangi, puisqu'elle lui apporte un lien avec son enfant et un nouveau regard aussi sur cette différence. Mais je voulais aussi que Lily d'Alangi apporte quelque chose à Maria Montessori. Et ça, j'ai mis plus de temps à le trouver, parce que quelque part, c'était moins évident. Et en même temps, je trouve ça assez rigolo qu'elle lui apporte aussi un peu les clés du monde, de comment ça fonctionne en vrai, et qu'il faut apprendre à se vendre. Et je trouve que c'était intéressant de mettre en avant cette idée du marketing, celle qui est aussi c'est une époque à laquelle on commence à revendiquer les inventions, les idées qu'on a. Il ne s'agit pas juste d'inventer l'électricité, il s'agit d'être celui qui signe cette invention. Et de la même manière, il ne s'agit pas juste de faire progresser les enfants, il s'agit d'être celle qui va être reconnue pour cet héritage. Et je trouvais que ça vienne d'une courtisane française me semblait ludique quelque part. Mais d'ailleurs, rapport à cela, il y a quelque chose qui m'intriguait avant de voir le film et que j'ai trouvé encore plus intéressant après avoir vu le film, c'est le titre, le choix du titre, La Nouvelle Femme. Comment ça vous est venu justement ce choix de titre ?
Finalement, c'est le titre m'a beaucoup aidé à écrire le film, presque dans ce sens-là. Parce que quand j'explorais un peu toutes les facettes de la vie de Maria Montessori, je me suis rendu compte qu'autour de ces années 1900, qui sont les années dans lesquelles est apparu ce concept de nouvelle femme, que ce soit en Italie, voilà, dans plusieurs pays d'Europe, aux États-Unis, The New Women, c'est vraiment un peu des premières féministes. Enfin, je pense qu'on n'arrête pas de dire c'est les premières, il y en avait bien avant aussi, mais bon, voilà, en tout cas, ces femmes qui sont éduquées, qui vont à l'université, qui ont des outils intellectuels. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me fascinait, que ça soit à cette période-là, qu'elle se soit aussi occupée de ses enfants, et qu'il y avait un lien comme ça que je ne pouvais pas totalement comprendre intellectuellement, mais que je trouvais très riche. Et j'avais cette scène, sans trop dévoiler, mais à l'université, où elle s'adresse aux jeunes femmes, avec sur ce discours sur la connaissance. Et je savais que je voulais arriver à cette Maria-là. Donc en fait, je voulais vraiment arriver à cette constitution de la nouvelle femme, parce que je pense que dans les récits que j'avais lus sur elle, c'était vraiment la période qui m'intriguait le plus. Et c'est un titre qui me paraissait ensuite juste scénaristiquement, en tout cas pour le film, parce qu'il y a l'idée que ça permet d'englober aussi le personnage de Leila Bekti, Lily Nalangi, la cocotte parisienne, qui est aussi une femme qui s'émancipe d'une autre manière, mais de la domination masculine. Et encore en dehors de ça, on a ce personnage de petite fille, et pendant tout le tournage, on s'est demandé si c'était pas elle, finalement, la nouvelle femme. Je crois, Nino, que justement, tu voulais parler de ce regard féministe que tu as senti évoluer au cours du long métrage. Oui, c'est vrai que je trouvais ça très intéressant, la manière d'interroger la place de la femme, autant dans le couple que dans la parentalité, dans la société du début du XXe siècle. Et du coup, je me demandais à quel moment c'était venu l'idée de mettre ça au centre du film, même si vous avez du coup un peu répondu. Oui, c'est ça. Ça s'est présenté finalement, étonnamment, assez tôt. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est au moment où j'ai choisi que finalement ces questions féministes jouent un rôle important dans le film que j'ai eu l'impression de trouver un peu le récit. Et j'essayais, j'espère que ça marche à peu près, de ne pas être caricatural là-dessus, de montrer comment... Voilà, même que ce soit le personnage de Maria, il y a une hésitation à quand même se marier. Il y a une résistance qui n'était pas évidente à faire comprendre à cette idée de mariage. Parce que même la petite fille, quand elle a vu le film la première fois, Raphaël Sonneville-Cavi, elle a dit « mais quand même, pourquoi elle ne l'épouse pas ?» J'étais hyper contente qu'elle pose cette question, parce que c'est un peu... Voilà, je trouve que c'était une vraie question pendant toute l'écriture, que on se dise non mais quand même il est chouette ce Giuseppe, il est avec elle, il est de son côté, donc pourquoi, mais et en même temps c'était voilà, moi je m'étais nourrie des lectures des femmes de cette époque qui si elles épousaient un homme perdaient tous leurs droits, et j'avais vraiment trouvé ça extrêmement puissant de comprendre à quel point c'était littéralement ce qu'on appelle une situation d'apartheid, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes droits, où on perd ses droits, où on devient un enfant. Si on s'en va, on perd le droit d'avoir ses enfants. Enfin, ouais, il y a vraiment une situation d'inégalité devant la loi qui était très forte et qui me tenait à cœur de rappeler. C'était il y a pas si longtemps. Il me semble, Marie, que tu voulais revenir sur la méthode Montessori et sa place aujourd'hui dans nos sociétés. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on en parlait déjà au début. C'est vrai que nous, on connaît les écoles actuelles, Montessori, la méthode Montessori. Moi, je ne connaissais pas du tout Maria Montessori, ni sa vie, ni à quel point elle s'était battue pour se réapproprier sa création et porter haut et fort ce qu'elle avait, sa pédagogie qu'elle avait créée, que c'était elle, en tant que femme, qui l'avait créée. Et moi, je voulais savoir, c'était quoi qu'est-ce que vous pensiez d'aujourd'hui, ce qu'il en reste en fait de cet héritage, de ces écoles qui ne sont pas accessibles à tout le monde parce que l'État n'a pas voulu soutenir cette pédagogie, et finalement, alors que c'est quand même quelque chose qui a l'air hyper intéressant et qui a l'air de marcher. Et je trouvais ça fou. Ouais. Il y a plein de choses à dire. Je pense que il y a quand même, déjà en France, à l'époque de Maria Montessori, en fait, on avait déjà inventé aussi, et elles sont pour le coup pas restées connues, les femmes qui avaient fait ça, les écoles maternelles avec le mobilier adapté, tout ça. Donc c'est intéressant parce que c'est des idées qui circulaient quand même aussi assez largement en Europe à cette époque-là. Je trouve qu'il y a des choses de la pédagogie Montessori qui sont rentrées dans le domaine de l'évidence pour à la fois tous les parents et toutes les écoles. Je sais que moi, ma fille, elle est en école publique et que
Elle travaillait en maternelle avec les petits plateaux, que là en primaire elle a les lettres mobiles. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est quand même vraiment infusé des grands principes de cette éducation qui passe par en gros les sens, l'expérimentation, voilà. Ensuite c'est sûr que moi, les amis que j'ai qui ont des enfants dans des écoles Montessori aujourd'hui, ils ont ce truc des classes hyper calmes, des enfants qui travaillent à leur rythme et tout, qui a l'air génial, mais c'est sûr que le problème de la pédagogie, des pédagogies alternatives, c'est toujours leur reproductibilité dans des larges échelles, tout ça. Je pense que néanmoins, il faudrait continuer à largement s'en inspirer de Montessori et pas seulement, parce qu'il y en a d'autres. Voilà, il y a des écoles qui sont inspirées par Freinet, qui était aussi quelqu'un d'important dans la pédagogie alternative, De Crowley, qui a travaillé aussi avec des enfants neuroatypiques. Enfin, ils sont nombreux, il faut intégrer leur héritage, mais je pense que en vrai, il faut aussi se poser à chaque fois la question de quelle société on cherche à bâtir à travers l'école. Et c'est ça qui rend un peu dépressif parfois, non ? C'est clair. Alors pour finir ce temps d'interview, on a une question traditionnelle dans l'émission qu'on pose à tous les invités. Quel est le dernier film que vous avez vu qui vous a marqué, que ce soit au cinéma, sur les plateformes, voilà, un dernier souvenir de cinéma. J'ai trouvé très marquant le film de Catherine Breillat l'été dernier, que j'ai découvert en salle il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé un film qui m'a beaucoup marqué parce que je n'y ai pas vu la même chose aussi que ce que la réalisatrice en dit. Pour moi, c'était un film très puissant sur les questions des violences intrafamiliales et de l'inceste, et qui montre voilà, ça du point de vue de la personne qui commet ces violences, avec lesquelles on a un rapport de détachement, fascination que j'ai trouvé extrêmement puissant cinématographiquement, parce qu'elle filme quelque chose de son désir à elle et de la manière dont elle, pour moi, l'impose à cet enfant un corps, malgré qu'il est jeune garçon. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de réussite qui venait du fait presque du fait que la réalisatrice avait voulu faire, elle, un film sur le désir, mais avec un scénario qui parle d'inceste. Et je trouve que le tout fait un film qui est profondément une œuvre cinématographique très puissante, parce qu'il échappe un peu au discours. Merci beaucoup, Léa Todorov, d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. On rappelle donc que La Nouvelle Femme sortira au cinéma le 13 mars prochain. Et on vous remercie encore pour ce film. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon festival. Merci. À vous aussi. Mais je crois qu'il est l'heure de conclure notre épisode du jour. Merci. Le micro. Merci à mon équipe du jour. Petite chute de micro. Merci à mon équipe du jour d'avoir été là. Merci Marie, merci Hugo, merci Gauthier, merci Nino. Remerciements à toutes celles et ceux qui permettent à cette émission d'exister, les étudiants et les encadrants de l'ACFA. Merci. Sans eux, il n'y aurait rien. Rien de tout ça. Clair. On serait dans une cave avec un vieux téléphone. Donc, il n'y aurait pas de quotidienne. Merci beaucoup. Grand merci aussi à Raphaël pour les visuels de l'émission. Le replay des émissions est à retrouver sur YouTube et demain à 9h sur Radio Campus Montpellier. C'est Marie qui prendra le relais demain, forcément avec brio, toujours à 18h sur Twitch, pour la 3e émission de ce Cinémed 2023. Sur ce, bonne soirée, bon festival et olé! Olé! Olé. 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 C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.